dialogue il est permanent, mais ce type de dialogue qui consiste à aller s'asseoir sous un abat palard pour tout réinventer, non. On a élu un président qui a un projet de société, des partenaires se sont ralliés à ce projet. Il y aura des discussions par rapport au programme de gouvernement, mais le projet de société dans son essence demeurera, surtout pour ce qui concerne les réformes de fond. Parce que le projet de société de Patrice Talon, c'est en deux volets essentiels. Hein. Vous avez les réformes politiques et institutionnelles qui sont même le socle même de tout son projet. Et puis après, il y a donc sa vision secteur par secteur, la santé, l'éducation et j'en passe. Mais pour ce qui concerne le socle, je pense que l'unanimité devrait se faire. Encore que pendant la campagne, personne de façon fondamentale ne s'est opposé, mais remise en cause ces projections qui ont été lancées. Donc de ce point de vue, il ne devrait pas avoir de problème. Et j'ai suivi la représentante du PRD sur votre plateau tout à l'heure. Elle a dit que leurs militants ont adhéré massivement à ce projet de réforme et que le PRD, qui a été l'un des soutiens essentiels donc, du challenger de Patrice Talon, que le PRD ne saurait rester en marge donc, de ces réformes. Moi, je trouve que ça va. De bonnes nouvelles qui se multiplient. Juste quand vous étiez de ceux qui, à un moment donné, ont eu de la sueur froide pour ce pays, mais qui ensuite se sont réjouis, lentement mais sûrement, tout rentre dans l'ordre. C'est quoi aujourd'hui votre regard? Merci, M. Etongi. Je voudrais d'abord remercier M. Aladatine d'être venu avec nous. Je crois que nous avons ici une opportunité historique. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'on retourne un peu à nos origines, en tant que République. La République du Dahomey a été créée en 1958. Nous étions alors membres de la communauté française. Et nous avions adopté à l'époque un régime parlementaire où le Premier ministre avait droit ou avait la responsabilité des affaires internes. La défense, les affaires étrangères relevaient du président de la communauté française, c'est-à-dire Paris. Le 1er août 60, nous sommes devenus indépendants sous donc, ce régime-là, parlementaire avec la responsabilité sur la défense et les étrangers de l'autre côté. Et en 3 mois, nous avons procédé à des réformes pour passer du régime parlementaire au régime présidentiel. En 3 mois. Novembre 1960, nous avons adopté le régime présidentiel. 3 ans après, il y a eu le premier coup d'État. Et l'une des raisons avancées, c'est que le président Pourquoi de la rappeler République... tout ça maintenant? Oui, c'est important. Parce que nous avons parlé de nouveau départ. Tout à fait. Et si nous parlons de nouveau départ, ça veut dire qu'on a eu d'autres départs qui n'avaient pas vraiment marché. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Nous ne pouvons pas faire un nouveau départ sans connaître d'où nous sommes venus. Et ça, c'est important, c'est capital. Et donc, je disais, 3 ans seulement après l'indépendance, nous avons commencé à expérimenter l'instabilité sous le régime présidentiel. Et en 64, nous avons adopté donc une autre constitution, ça n'a pas marché. En 68, c'est-à-dire 4 ans après, nous avons adopté une autre, ça n'a pas marché. En 70, 2 ans après, nous avons adopté une autre constitution, ça n'a pas marché. En 72, il y a eu le coup d'État du gouvernement militaire révolutionnaire qui est venu et qui voulait changer le système avec les hommes qui le portent. Fin de citation. C'était ça, la déclaration du gouvernement militaire révolutionnaire. Je ne sais pas s'ils ont réussi à changer le système avec les hommes qui le portaient. Mais une chose est sûre, en 90, nous avons estimé qu'il fallait retourner encore à la démocratie. Et qu'avons-nous fait? Nous sommes retournés au régime présidentiel de 1960, qui n'a pas marché en 64, en 68, en 70. Et donc, 25 ans après, nous nous demandons, ben, il faut encore des réformes. Et puis, si vous m'avez suivi, vous allez constater que, à aucun moment, nous n'avons vraiment pris la peine de réfléchir en profondeur au système politique adapté aux réalités du Bénin. Et le régime présidentiel a son histoire qu'il faut connaître. Bon, en aucun moment, quand on prend les différents points que vous avez eu à évoquer, mais aujourd'hui, ceux qui portent le nouveau départ ont eu, je ne me fais pas passer pour le porte-voix de ceux-là, ont eu à faire un travail sur le terrain. Et on a ici un porte-parole digne du nom. Ordena Lalati, je trouve à travers l'intervention de Juste Kodjo une certaine crainte, à savoir si le travail préalable a vraiment été fait avant qu'on décide d'aller vraiment
vers ce nouveau départ? Tout à fait, on ne va pas réinventer le monde. Je prends acte du bref rappel historique fait par M. Kodjo. Puis voilà, ce travail a été fait à la conférence nationale déjà, c'est connu. Vous savez, c'est des constitutionnalistes qui ont conduit les travaux de la conférence nationale par rapport surtout à la réforme constitutionnelle. Nous sommes partis donc de toute cette histoire, de toute cette historique, ce rappel et tout ça, ça a été fait et diagnostiqué. Et il se fait simplement qu'on a opté pour un régime présidentiel fort, il faut le dire. Et avec le nouveau départ, 90. En 90, avec le nouveau départ, nous ne remettons pas en cause les choix déterminants de la conférence nationale. Il faudrait que ce soit très clair. Nous restons dans le régime présidentiel. Il s'est fait simplement que durant ces 10 dernières années, les institutions de contre-pouvoir ont été fragilisées. Donc, les garde-fous liés même au régime présidentiel ont été ébranlés. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne revenons pas sur la République. Avec le nouveau départ, nous restons dans la République de la conférence nationale. Et ça, ce n'est pas une nouvelle République qu'il faut créer. La Constitution donc, de 1990 continuera à faire court. Quand on aura fait la réforme constitutionnelle, on ne reviendra pas sur une nouvelle République, une nouvelle Constitution. Et je pense que cette clarification, elle est nécessaire. Le diagnostic qui est fait à la conférence nationale, ne revenons pas sur ce diagnostic-là. Nous restons dans le régime présidentiel, mais nous renforçons les institutions de contre-pouvoir. Parce qu'un régime présidentiel sans contre-pouvoir n'est que du leurre, n'est que dictature. D'accord. Les inventeurs du régime de séparation de pouvoir, ils l'ont dit de façon très claire, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et c'est pour ça que donc le constituant de 90 a inventé des contre-pouvoirs, la Cour constitutionnelle, qui a été une innovation au niveau du Bénin. Et innovation, pas en tant que cour, mais en tant que d'abord mode de saisine, et puis en tant que contenu même de ce pourquoi on peut saisir la Cour, du point de vue surtout des libertés. Et quand on a adopté la Constitution de 1990, tous ceux qui sont analystes de la question vont vous dire que cette Constitution a été en avance même sur la Constitution française du point de vue donc de la protection des libertés. Parce qu'au Bénin, n'importe quel citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle pour des questions d'atteinte aux libertés et tout ça, ce qui n'était pas évident par rapport au système français. Donc du coup, nous ne revenons pas, nous ne remettons pas en cause les choix déterminants de la conférence nationale. Nous restons dans la République, mais le chef de l'État, malgré le pouvoir présidentiel, petit à petit, a pris tellement de pouvoir sur les institutions parce qu'on a cru que donc, nous devrions avoir nécessairement des démocrates dans ce système que nous avons inventé en 90, en oubliant que certaines personnes pourraient entrer donc, dans ce jeu-là par donc, les facilités qu'offrait la démocratie et le système donc, ambiant. Mais petit à petit, ça a été dévoyé. Le président de la République, par exemple, a la possibilité de nommer les sages de la Cour constitutionnelle par son droit direct à lui reconnu, mais par un détour, il passera quand même par l'Assemblée nationale pour donc doper cette institution chargée de jouer un rôle essentiel dans l'équilibre des institutions bénines. Il faut revoir il faut revoir ces détails au niveau de la Cour constitutionnelle, il faut revoir donc au niveau de la Cour suprême, et nous pouvons aller dans les détails par rapport à ce que nous disons de façon voilà précise. La clarification apportée. C'est ce dont il est question. On ne va pas reprendre la refondation, mais voir ce qui n'a pas marché et ce qui a failli faire couler la maison. Monsieur Etondi, vous savez, moi je suis politologue. Aujourd'hui, les sciences politiques sont devenues une science à part entière. Tout à fait. J'utilise les mathématiques, j'utilise les statistiques pour étudier les phénomènes politiques, pour expliquer et prédire les phénomènes politiques. Vous avez dit en 90, ce sont des constitutionnalistes qui ont mis en place le système qui est en place. C'est vrai. Et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il ne s'agit pas d'un débat sur le droit constitutionnel. Il s'agit d'un débat sur les systèmes politiques. Comment ils fonctionnent, comment ils survivent, comment ils meurent, comment ils performent. Et ça, c'est du domaine des comparativistes en matière de sciences politiques. C'est ce qu'il faut savoir, M. Etondi.
C'est ce qu'il faut savoir parce que je l'enseigne justement aux étudiants. Et ça, c'est un américains. antipode à la démarche actuellement en cours. Tout à fait. Parce qu'il faut aller se renseigner. Il faut aller comprendre comment les démocraties naissent, fonctionnent, survivent ou meurent. Et quand vous mettez en place des institutions, les institutions, c'est d'abord des règles. Les règles ont un effet, un impact direct sur le comportement des individus, des différents acteurs. Quand vous avez étudié au préalable les relations de cause à effet entre une règle A et un comportement B, vous savez que si vous voulez obtenir un comportement B, vous ne mettez pas en place une règle C. Ça, c'est de la science. Et il y a eu des recherches. Le livre que j'utilise pour enseigner cette matière d'introduction à la politique comparative aux étudiants regroupe au total plus de 800 ouvrages qui ont étudié la question des institutions, leur impact sur la prospérité économique, leur impact sur la sécurité et leur impact sur la survie même de la démocratie. Et quand vous prenez la constitution béninoise, ou plus précisément le cas donné tout à l'heure par Ordena Dati, parlant de la Cour constitutionnelle, sa composition, des failles observées, oui. Sinon, si vous vous permettez, on va aller dans le concept. C'est-à-dire que je suis bien, monsieur, mais allons dans le concret. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans les couloirs de cette réforme. Vous ne savez pas tous les politologues qui ont travaillé à tout. Mais maintenant, dans le concret, par rapport à ce que nous proposons, quels sont les biais, mais c'est ça qui nous intéresse. Les cours de droit, d'accord, on va vite les évoquer, mais on ne va pas s'enfoncer là-dedans. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas fuir le débat. Il faut pas avoir peur d'avoir le débat. C'est de la confrontation des idées que jamais... On est d'accord, mais pour le commun des Béninois, allons dans le contraire de ce que nous proposons. Oui. Mais avant d'aller au concret, il faut connaître justement la logique qui sous-tend ces concrets-là. En bref, de l'autre côté, on risque de nous dire que le débat... Voici ce qu'il est important de rappeler. Je vais vous donner un tout petit exemple. Oui. J'étais à une conférence l'année dernière où il y avait un politologue américain qui a fait une recherche sur l'Afrique. Il a étudié les régimes politiques de l'Afrique de 1980 aux dernières années. Et il remarque qu'il y a peut-être à peine 6 qui ont un régime parlementaire et tous les autres, c'est que des régimes présidentiels. Et je lui ai posé une question. Et quand je me suis présenté béninois, il est venu vers moi à la fin. Et il m'a dit, tiens, vous béninois, vous avez eu une occasion historique en 90 que vous avez loupée. Et je dis pourquoi? Il dit oui, je l'ai dit à un des constituants, je ne vais pas le nommer ici, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, et qu'il a demandé à ce juriste éminent, pourquoi est-ce qu'ils ont fait le choix du régime présidentiel en 90? La raison évoquée, c'est que nous sommes une société où nous aimons une autorité forte. Nous avons une culture de l'autorité forte. Et quand il a dit ça, il a souri et j'ai souri parce qu'on s'est compris. Quand vous regardez la logique cette logique de ce raisonnement, la logique de ce raisonnement, il y a un peu comme c'est complètement opposé à ce qu'on veut. Si nous avons une culture d'autorité et que nous voulons mettre en place une démocratie, et nous accordons ou bien nous faisons le choix d'un système où l'homme est fort, où le président est fort, ajouté à la culture d'autorité que nous avons, le résultat au fini, c'est que vous aurez des abus constants de pouvoir. C'est purement logique. Et donc, il faut savoir le système qu'on met en place quand on a une culture d'autorité forte. Plutôt que d'accorder beaucoup de pouvoir au chef de l'exécutif, il faut l'obliger à coopérer avec les gens. Si vous permettez, oui. Il y a une erreur, il y a une grande erreur dans le débat par rapport à cela. Ce que nous nous proposons, ce n'est pas d'affaiblir le président de la République. Et c'est pourquoi je dis que nous restons dans la Constitution de 1990. Il s'est fait simplement que dans ce système, peut-être que donc mon ami ne souhaiterait pas pour le Bénin. Parce qu'un président de la République fort, on sait ce que ça a permis de régler aussi. Mais non seulement le président de la République est fort, mais c'est aussi parce que les institutions de contre-pouvoir pendant 10 ans et plus n'ont plus rien représenté. Et c'est là le débat. Mais pourquoi? Mais c'est ça, on viendra là. Parce que tel que vous annoncez le débat, c'est comme si en 90, on n'aurait pas pu opter pour un régime présidentiel. Bien sûr. Moi, j'étais étudiant en droit en 1990 et j'ai soutenu le régime présidentiel. Parce que j'ai étudié en droit en tant que simple apprenti juriste, tous ces systèmes-là.
Et le président Kérékou voulait bien d'un premier ministre, tout ça là, pour être président de la République. Moi, j'ai combattu le régime semi-présidentiel. Et monsieur ne nous a pas dit ce qu'on aurait pu faire et dû faire à la place du régime présidentiel fort. Il ne l'a pas dit. Mais le propos n'est pas là, le débat n'est pas là. Nous avons opté pour un régime présidentiel et ce régime présidentiel est reconduit là, dans le nouveau départ. Et nous ne disons même pas qu'il faut fragiliser le président de la République. Mais il se fait simplement que vous avez un président de la République très fort, il faut renforcer les institutions de contre-pouvoir. Et c'est de ça qu'il est question. Pendant 10 ans, on a fragilisé les institutions de contre-pouvoir. Les institutions de contre-pouvoir ont été dévoyées de leur contenu et de leur sens. Et c'est ça que nous voulons restaurer. À travers la Cour constitutionnelle, à travers la Cour suprême et l'indépendance de la justice, à travers la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, et par rapport à la haute Cour de justice, par rapport à l'équité et simplement par rapport à l'égalité de tous devant la loi, que nous indiquons qu'il faut supprimer la haute Cour de justice. Nous disons des choses très précises. Et je pense que ces choses-là que nous disons dans le concret devraient renforcer in fine, l'arrière-pensée de mon ami. Et c'est pour ça que moi je voudrais qu'on aille concrètement à nos propositions. Pour être un peu concret, je partage le diagnostic qui a été fait de la situation. Le traitement proposé, il faut souffrir qu'on puisse se prononcer sur le traitement qui est proposé. Parce que c'est ça seul qui va nous sortir d'où on est là. Pour aller au concret, j'ai lu un peu la proposition de réforme. Comme je dis, je partage entièrement le diagnostic qui est fait. Mais ce que je dis, je prédis aujourd'hui, et vous pouvez l'écrire quelque part, je prédis que dans 20-25 ans, on sera au même point de départ. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque vous faites les réformes telles que vous les envisagez, vous prenez en compte seulement l'aspect nomination des hauts responsables de ces organes publics. C'est-à-dire que le chef de l'État désormais perd le pouvoir de nomination sur ces organes. Ce qui est tout à fait, ça peut réduire un peu les abus de pouvoir qu'on constate. Mais il y a d'autres choses. C'est-à-dire que le chef de l'État continue de détenir par exemple le pouvoir d'allocation des ressources à ces organes. Lorsque il veut contrôler ces organes, il peut jouer sur le processus d'allocation des ressources. Et donc, lui enlever le pouvoir de nomination ne règle pas entièrement la question du contrôle du président ou du pouvoir. Il faut aller au-delà. Ça, c'est la deuxième chose, ou la première chose. La deuxième chose, c'est que vous prenez en compte seulement un certain nombre d'organes. Le président de la République continuerait à nommer le chef d'état-major général, le directeur de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale, et j'en passe. Et ayant ces pouvoirs, il détient encore au sein de notre société beaucoup de pouvoirs. Et quand vous ajoutez ces pouvoirs au fait qu'il peut contrôler indirectement le Parlement, vous n'auriez pas réglé grand-chose en lui ôtant seulement le pouvoir de nomination des organes judiciaires et puis de la HAC. Ça ne suffira pas. C'est pourquoi je dis il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui sous-tend tout ça, comment fonctionne. Pour opiner, j'aurais voulu, pour que ce soit complet, que ma réaction, que ce ne soit pas parcellaire, il faudrait peut-être qu'on aille aux propositions de mon ami. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Parce que c'est ça, parce que sinon on va discuter sur les détails. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Parce que c'est un projet de société là. Il y a l'opérationnel et nous allons avoir une constituante bientôt pour réfléchir un peu sur ce plan. Nous balisons le chemin. Toutes les propositions sont bienvenues. Sont bienvenues. On va en discuter et puis on va comparer. Donc les propositions de politologues et autres pour enrichir ce que nous avons proposé, c'est la bienvenue. L'essentiel, c'est que le socle de ce que nous avons proposé là ne soit pas dévoyé. Donc que l'on puisse dire d'aller un peu au-delà ou un peu moins, il appartiendra aux populations, donc vous, d'en décider parce qu'on soumettra donc la réforme constitutionnelle au référendum. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème à avoir. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel que ça ne peut pas continuer comme ça. L'ami dit, ce que nous avons proposé est insuffisant. Soit les débats vont continuer et c'est pour ça que les populations auront à opiner sur le projet donc de révision de la Constitution. Et c'est pourquoi moi j'aimerais qu'on aille un peu plus au débat dans le fond. En Afrique, et quand on observe donc les systèmes politiques en Afrique, qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans ce contexte de 1990? Et vous savez l'état de nos parlements, vous savez le mode d'accession donc au Parlement, comment les députés sont élus.
Et quand vous observez l'Afrique, vous n'aurez pas d'autre choix qu'un régime présidentiel. Et c'est pour ça que, plutôt que de dire oui, d'accord, alors en Afrique, quand vous incorporez, que vous domestiquez tout le savoir, donc l'ivresse que vous avez, qu'est-ce que vous auriez pu proposer pour le Bénin et pour l'Afrique? Et c'est ce qui me permettra, moi, de vous dire les faiblesses de votre démarche plutôt. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je trouve que c'est le meilleur dans le contexte aujourd'hui, avec des comptes pouvoirs renforcés. On peut aller un peu plus, un peu moins. C'est des débats qu'on peut avoir. Oui. J'ai un devoir de citoyen. Tout à fait. J'ai un devoir de citoyen. Je fais ici mon devoir. J'ai pris sur moi la responsabilité de violer beaucoup de règles en étant ici aujourd'hui. Parce que j'estime que c'est mon devoir de citoyen de venir dire ce que j'ai à dire. Et si j'ai rappelé l'histoire de notre pays, c'est pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Et donc, on ne ferme pas la porte au débat. Et quand je parle de fermer la porte, c'est être ouvert à toutes les options. Moi, j'ai travaillé les 5 dernières années à étudier un peu cette question-là. Et ma thèse doctorale débouche sur un modèle que j'ai appelé un modèle de démocratie consensuelle, qui prend en compte justement les réalités de l'Afrique, particulièrement du Bénin. Mais c'est un modèle qui remet en cause le régime présidentiel. C'est pourquoi il est important que j'explique justement les faiblesses du régime présidentiel dans notre société. Faites les propositions, ça pourrait être plus concret. Et quand je disais tantôt que le régime présidentiel, en fait, comporte en lui les gènes même de l'abus de pouvoir, c'est parce que je voulais qu'on s'entende un peu sur ces prémices-là au départ. 90, ce qu'on aurait pu faire. Moi, je crois personnellement, le modèle que je propose, c'est de diviser le pouvoir politique en deux. Il faut un pouvoir politique et un pouvoir administratif et moral. Le temps ne nous permettra pas ici d'aller dans les détails. Oui. Mais jeudi, je fais une conférence pour donner les détails sur le modèle que je propose. La démarche qui a conduit à ce modèle. C'est-à-dire que je ne propose pas un modèle pour expliquer ensuite ce qu'il peut faire. Non, je pars des problèmes que nous avons, des causes de ces problèmes pour aboutir au modèle. Sans avoir les détails de ce modèle, il va être difficile d'en discuter. Mais ce que je propose déjà, c'est de refonder un peu le système partisan. Ce que tout le monde veut d'ailleurs. Mais à travers essentiellement 2 choses. Lesquelles? La première chose, tout simplement, c'est d'exiger que les partis politiques soient d'envergure nationale. En quoi faisant? Il suffit désormais au Bénin d'organiser des élections législatives à 2 tours et d'inclure une règle disant que ne vont au second tour que des partis qui auraient réussi au premier tour à obtenir des sièges dans chacune des grandes régions du pays. Quand vous avez ça, ceux qui vont au deuxième tour ont forcément des élus un peu partout. Forcément. Ceux qui sont allés au premier tour, qui ont obtenu des sièges et qui les ont perdus parce qu'ils n'ont pas des élus partout, ils ont 2 options. C'est d'être inclusif avec d'autres acteurs au prochain cycle électoral, ou c'est d'aller rejoindre les partis qui ont des représentants un peu partout. À long terme, vous avez un système partisan stable, où les partis sont forts. Ça règle la question de la diversité ethnique et du régionalisme. Parce que désormais, l'élu de Segbana, c'est qu'il ne peut pas aller au Parlement sans l'élu de son parti qui est de commun. Et donc, il y a un peu comme une tendance, une dynamique, une nouvelle dynamique qui s'installe au sein des partis. Personne ne va obliger les gens à coopérer. Ils vont coopérer entre eux-mêmes. Parce qu'ils meurent ensemble ou ils survivent ensemble. Ça, c'est une règle, c'est deux petites règles. Et ça change la dynamique. C'est pourquoi il est important de connaître le fonctionnement des institutions. Je ne voulais pas faire étalage de connaissances livresques. Non, c'est important de comprendre ces choses pour savoir comment y remédier. On est d'accord. Voilà. On est d'accord pour le bref rappel livresque. C'est nécessaire. Mais si le débat se base sur ça, nous ne comprendrons pas ce que nous proposons dans le débat. Oui, et puis si je ne fais pas ça non plus, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce que je suis dans cette démarche. Vous ce que vous proposez. Le système de création des partis politiques, c'est une construction. Hein? Et puis donc, vous avez des idées en laboratoire. Pourquoi pas? Moi, je suis très intéressé de continuer cette discussion avec vous. Okay. Mais nous n'en sommes pas là. Ce que vous proposez est hors de la République. Vous savez, Patrice Talon ne peut pas venir, avec son nouveau départ, se mettre hors de la République. Pourquoi pas? Attendez, ce n'est qu'un candidat. Ce n'est qu'un candidat. Vous savez,
En 90, nous avons opté pour une république. Ce que dit l'ami se positionne hors de la République. Ça, c'est un débat. Nous sommes à la veille d'une élection. Peut-être ceux qui ont proposé des assises nationales et tout ça là pour refonder tout ça, vous êtes peut-être donc de cette école, mais on ne peut pas, à la veille d'une élection, arrêter la République et dire qu'on va dans des assises. Ça n'a pas... Non, les élections sont passées, Maintenant, les élections sont passées, mais pour aller aux élections, on propose des projets qui soient dans la République. C'est de ça qu'il est question. Un candidat aux élections ne propose pas un projet en dehors de la République. Donc, nous sommes, Patrice Talon est dans la République et propose un projet qui tienne compte des insuffisances institutionnelles qu'on a eues, mais qui soit dans la République. Après, si avec les expériences on en décidait autrement, on verra très bien. Mais ce que vous proposez est hors de la République et Patrice Talon ne pouvait pas se le permettre à cette instance dans l'histoire politique de notre pays. Donc, on maintient la République et nous voyons les faiblesses majeures qui, si elles n'étaient pas corrigées, risquaient donc de nous induire dans le décor et puis nous agissons là-dessus. Ce que nous proposons pour régler la question donc de l'émiettement des partis politiques et pousser au regroupement, c'est par exemple le système de financement public des partis politiques, où nous disons donc dans ce projet de société que 0,5% des ressources intérieures du pays seront affectées au financement public des partis politiques. Ce que ça fait au bas mot actuellement, c'est quand même entre 3 et 5 milliards de francs CFA à redistribuer. Et ça va compliquer l'objectif? Pas du tout, pas du tout. Alors, moi, je suis du parti Alternative Citoyen. Aujourd'hui, nous avons un seul député au Parlement et le Trésor public paye par député et pour le compte des partis politiques aujourd'hui 5 millions de francs CFA. D'accord? Le député Joseph Diogbenou a déjà eu les 5 millions qu'il a reversés donc dans les comptes de Alternative Citoyenne depuis lors. Alors, donc si une loi, donc dans les prochains jours, est introduite au Parlement, qui dise par exemple, lorsque nous faisons cette agrégation du poids politique des partis, alors si vous avez peut-être un regroupement, et ça, c'est pas des coalitions, ce que vous dites pourrait amener au second tour à des coalitions. Non, mais nous, ce n'est pas des coalitions. Bon, bref, c'est un détail. C'est un parti. Bon, voilà. Donc, si vous êtes un groupe organisé avec 20 députés, hein, c'est un exemple que je donne, alors, donc 10 députés, ça fait 100 millions de francs CFA. C'est déjà beaucoup plus, c'est 5 millions par député. Si vous êtes 20 députés, ça fait 300 millions de francs CFA. Je donne des titres, des chiffres au hasard. Hein. Et si vous êtes 30 députés, vous avez 500 millions de francs CFA. Et si, par surcroît, vous avez donc dans votre groupe fusionné un député de Cotonou et un autre de Parakou, ça vous fait 100 millions de francs CFA en plus. Ça va pousser vers l'objectif que vous visez. Je ne trouve pas que ce soit le seul critère suffisant, mais par le jeu du financement public. Alors, un parti politique regroupé, et si vous êtes 30, ça fait déjà à peine 3 partis pour composer le Parlement de 83 aujourd'hui. Parce que 30 fois 3, ça fait déjà 90 députés. Alors donc au Parlement, vous aurez 3, 4 partis, ainsi de suite. Parce que tout le monde sera donc à la quête de cette manne financière. Et ça va mettre de la démocratie intérieure, de la démocratie interne dans les partis politiques. Parce que si un parti, donc fusionné, un groupe, un grand parti, a la possibilité de capter 500 à 700 millions de francs CFA annuellement pour son fonctionnement, alors le seul chef de parti ne pourrait plus continuer à imposer son dictat. Alors si vous êtes à la base, vous allez réclamer un peu plus de démocratie, parce que c'est du financement public que vous allez demander des comptes. Alors quand on a étudié le système qui était le nôtre, c'est ce que nous avons trouvé comme moyen immédiat tout en restant dans la démocratie et dans la République pour commencer par solutionner le problème du regroupement des partis politiques et de l'équilibre, pas de l'équilibre, mais du brassage interrégional entre politiques. Et c'est un moyen efficace qui va faire son œuvre. Il n'est pas certainement le seul moyen, mais il peut y en avoir d'autres. Oui, la démarche du financement public peut aider à régler en partie le problème. Si vous prenez en compte un certain nombre de mesures. Mais vous êtes dans le long terme. Moi, je suis dans le long terme. Mais pour un président qui dit qu'il n'a qu'un mandat de 5 ans à faire. C'est ça notre problème.
C'est pourquoi j'ai rappelé l'histoire. Et sachant qu'avant la fin du mandat, il y a d'autres élections. À chaque fois, nous sommes dans le court terme. À chaque fois, nous sommes pressés. Il faut oser. Il faut oser. À chaque fois, nous sommes pressés. Pourquoi sommes-nous pressés? Le Bénin, ça va être des siècles et des siècles. Pourquoi sommes-nous pressés? Sur ce point-là, si vous permettez, oui. Pressés pourquoi? Pourquoi sommes-nous pressés? Vous savez, je vais dire un mot grave. Hein. Non, ne dites pas de mots graves. Non, je vais vous dire, parce qu'il s'agit du pays, au fait. Pas me faire fuir du plateau. Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, ce qui nous est arrivé là, oui. C'est une grâce. Bien sûr. Que l'on puisse entamer des réformes annoncées comme un référendum et qui passent dans l'opinion. C'est une chance historique que nous avons pour refaire les choses. Sinon, ça va faire 50 ans après. Les pays qui engagent ce genre de réformes, c'est des pays qui passent par des coups d'État.